Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Et donc effectivement, aujourd'hui, moi je vais vous parler de transition. Je vais vous parler de transition parce que chez les oiseaux de passage, on fait plein de trucs. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on fait, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'on fait notamment, c'est de la recherche-action. Et dans ces processus de recherche-action, ce qu'on s'intéresse à faire, c'est à expérimenter des nouvelles choses qui vont aider les acteurs de l'hospitalité, donc les acteurs du tourisme y compris évidemment, à faire cette fameuse transition. Alors premièrement, c'est quoi la recherche-action ? C'est pas ça. C'est pas des super-héros qui courent avec des microscopes et avec des capes et des bandeaux sur les yeux. J'ai pas de microscope d'ailleurs. La recherche-action, c'est plutôt beaucoup de bouquins, beaucoup de temps collectif, et après, faut produire. Faut produire, et la particularité de la recherche-action, c'est que ça part du terrain et que ça produit pour le terrain. Donc c'est beaucoup d'expérimentation et de mise en œuvre. Et donc sur ce sujet de la transition, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Pour en parler, en tout cas, l'analogie que nous on a fait et que j'ai envie de vous présenter, c'est celle du secteur de la mobilité, et notamment de l'automobile. Aujourd'hui, eux, comment ils la voient cette transition ? Aujourd'hui, on a un parc auto qui fonctionne avec de l'énergie, du pétrole, etc., de l'énergie fossile, et le plan de transition, c'est celui de la Commission européenne, donc quand même une institution très sérieuse. Leur plan de transition là-dessus, c'est de tout passer à l'électrique. Et d'ailleurs, en passant, si on peut augmenter la taille du parc auto, pourquoi pas ? Faut dire, on a demandé aussi à l'industrie auto de faire un plan de transition. Forcément, dans le plan de transition, il y a plus de ventes d'automobiles. Et alors, le problème avec ça, c'est que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux cette transition-là. Celles et ceux qui se sont penchés là-dessus, l'association Systex par exemple, ou le Shift Project, qui ont essayé d'étudier concrètement, est-ce que cette transition-là, elle peut s'opérer ? Eh bien, ces personnes-là se sont rendues compte que physiquement, on allait atteindre des limites qui allaient nous empêcher de le faire. Alors, je vous passe les détails, je vous invite à aller voir leurs travaux, ils sont super. Mais en gros, la transition comme celle-ci, c'est une utopie. Une vraie transition pour le secteur de la mobilité, c'est de la mobilité douce, au maximum, le plus possible. C'est du véhicule individuel, pourquoi pas, mais du véhicule plus léger, qui consomme moins d'énergie au kilomètre. Et puis, c'est surtout des véhicules qui aident à aller vers du transport en commun, du transport collectif. Et aussi, c'est pas le tout électrique, c'est l'électrique ok, mais c'est le mix énergétique, pour répartir la pression et pas transférer une pression sur une autre et en fait déporter le problème. Parce qu'aujourd'hui, la transition, comme on l'envisage, c'est souvent une logique de croissance verte, là où en fait, ce qu'il faut faire, c'est être en capacité de réinventer nos schémas, de réinventer nos modèles de développement, tout du moins de les questionner pour essayer de les pondérer avec d'autres axes de développement qui, eux, seront plus en phase avec les objectifs de transition auxquels on va devoir faire face. Et dans le tourisme, on fait un peu la même chose. Depuis des années, on travaille en fait principalement sur une mesure qui est l'efficacité. On va essayer de réduire nos consommations, de réduire nos déchets, d'être plus efficace. Mais on n'essaye pas de changer notre logique, notre logiciel de développement. Et alors c'est à ça qu'on s'est intéressé chez les oiseaux de passage. Et pour identifier ça, on a eu envie de regarder qu'est-ce qui nous bloque. C'est quoi les points sur lesquels en fait, on n'arrive pas à évoluer et qui nous empêchent d'aller dans le sens d'une transition justement plus durable et plus en face avec les objectifs auxquels on doit faire face. Alors il y en a plusieurs, mais je vais vous en parler que de deux ce matin. Je vais vous parler de nos modes d'évaluation et je vais vous parler aussi de à qui on s'adresse. Alors, les modes d'évaluation, quand je parle de ça, je parle aussi bien des logiques de classement, comme les classements étoilés pour les hôtels et les hébergements touristiques, qu'aussi les modes de commercialisation, la façon dont on renseigne ces modes de commercialisation, dont on se présente pour être évalué et ensuite pour être mis en marché. Et en fait, ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qu'ils calculent. Ce qu'ils calculent, en fait, c'est un nombre de critères absolument incroyable. Dans les classements touristiques et tout, il y a 700 critères. Sur les plateformes comme Booking, c'est pareil, on est dans le même ordre de grandeur. Et ces 700 critères, on les a regroupés sous 3 thématiques. Et la première, c'est le moderne. C'est tout ce qui est l'équipement, l'automatique, le récent. On va avoir un deuxième critère qui relève de l'hygiénique. C'est du disponible, du serviable et de l'abondant. Et le troisième critère, c'est l'intime. C'est du spacieux, de l'exclusif et du privatif. Ces 700 critères, et même plus quand on prend tous les modes de calcul, ils se regroupent sous ces 3 thématiques qui en fait évaluent quoi ? Ils évaluent le confort. Ils évaluent le confort d'une prestation touristique quelle qu'elle soit. Et là, c'est un problème parce que ces logiques-là, en fait, quand on est dans une volonté de se développer, qui est souvent en fait une volonté de monter en gamme, mécaniquement, c'est mécanique, ça va engendrer plus d'impact sur l'environnement. Ça va engendrer plus d'émissions carbone. Et je peux faire l'analogie avec le secteur de l'aérien.
entre les années 70 et 2019, ils ont diminué par 5 l'impact d'un vol sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais dans le même temps, ils ont multiplié par 13 le trafic. Donc en fait, globalement, l'impact du secteur aérien, il ne fait que croître, en plus de façon exponentielle. Et donc du coup, on est dans les logiques d'efficacité, pas dans les logiques de sobriété. Et là, je vais un peu faire écho à la conférence juste d'avant. Ce qui n'est pas nommé est invisibilisé. C'est vrai aussi dans nos stratégies de développement. C'est-à-dire qu'on a regardé justement ce qui existe aussi, mais ce qui n'est pas pris en compte, ce qui n'est pas calculé dans tous ces logiques-là, dans tous ces critères-là. Et là, pareil, on a ressorti d'entretien, d'analyse, etc., énormément de critères, et on les a regroupés sous des thématiques. La première, c'est le relationnel. Tout ce qui est l'accueil, la convivialité, la mise en lien avec le territoire. J'ai une grosse voix, je peux essayer de parler, mais on va prendre le jaune. 1, 2. Je crois que c'est la régie, là. Là, je suis sur le vert qui marche très bien. Ou alors c'est toi. Peut-être c'est moi, ou alors il fallait le vert de la transition pour pouvoir continuer, c'est peut-être ça. C'est un signe, hein, je pense. Hein. Donc je reviens sur ce qui existe aussi et qui n'est pas pris en compte. Donc je vous ai dit le relationnel. Le deuxième point qu'on a pu sortir, c'est l'intégrer. C'est tout ce qui est lié au local, au produit local, aux acteurs locaux, mais aussi le rustique. Le rustique, ça veut dire l'ancien, le rénové. C'est aussi tout ce qui est singulier. Pas forcément l'authentique, le singulier, tout ce qui est typique. On va chercher la typicité, pas forcément l'originalité, c'est-à-dire plutôt aller à la racine des choses qu'essayer de se démarquer par le haut et par l'extérieur. Et le troisième point, c'est le commun. C'est tout ce qui est espace commun, transport en commun, mais également tout le contributif, tout le participatif. Et en fait, toutes ces choses-là qui existent, qui sont présentes partout. Je veux dire, partout où on a étudié, partout où on a fait des enquêtes, partout où on a trouvé ça. C'est juste que c'est fait de façon très empirique. Vu que c'est pas calculé, c'est pas pris en compte dans les stratégies de développement. Et en fait, tout ça, ça qualifie quoi? Ça qualifie plutôt la question du réconfort. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant dans cette analyse-là, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, surtout qui apporte une très grosse satisfaction aux voyageurs qui y ont accès. Qui plus est, ça apporte une très grande satisfaction aux équipes qui travaillent dans les structures. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ne peut pas être intégré dans les logiques de développement, dans les stratégies de développement, également quand on monte un plan de financement, un plan d'investissement. Et pourtant, là, il y a un axe énorme de développement à travailler, un axe qui plus est, qui n'est pas une fuite en avant vers toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus loin, et toujours plus d'impact sur notre environnement. Donc ça, c'est le premier axe que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est celui d'essayer de travailler du confort au réconfort. Et c'est un mix gagnant, le mix gagnant un peu comme un mix énergétique, c'est-à-dire on peut continuer à travailler le confort, la qualité de la prestation elle est importante, mais il faut aussi travailler l'efficacité, comme on le fait aujourd'hui, mais il faut aussi du coup travailler cette question du réconfort et cette question de la sobriété. Et si demain, dans nos stratégies de développement, dans nos plans stratégiques, dans nos schémas, etc., on intègre et on donne des points également à ces notions de réconfort, à ces notions de sobriété, tout de suite, ça va impacter effectivement le logiciel et les schémas et la façon dont notre secteur va être en capacité de se développer et surtout en capacité de répondre aux enjeux auxquels on va devoir faire face. Il y a un deuxième point un peu dans le même état d'esprit donc, que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la question d'à qui on s'adresse. Alors là, le mix, il est bon. On a tout un panel de personnes à qui on parle, on a segmenté les voyageurs, d'affaires, touristes, etc. Et comment on s'adresse à eux ? On s'adresse à eux principalement par une stratégie de montée en gamme, comme je l'ai présenté avant, pour s'ouvrir des marchés, pour être en capacité de recevoir des nouveaux segments. On va travailler des marques, des grands événements aussi, donc là on va plutôt travailler sur l'originalité, se démarquer par le haut, et des contenus et les produits pour aussi quand même inciter à avoir les comportements qu'on a envie de pousser sur le territoire. C'est globalement des logiques d'attractivité qui ont quand même pour conséquence de nous mettre en concurrence tous, tout le temps et partout. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus loin. Il faut toujours faire mieux que le voisin, etc. Et là aussi, on s'est attaché à regarder ce qui existait et ce qui n'était pas pris en compte. Et on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait beaucoup d'établissements, beaucoup de territoires, beaucoup de structures qui accueillent en fait, bien au-delà de ces personnes, de ces voyageurs que j'ai pu présenter avant, qui accueillent en fait, des personnes de passage de tout type. Il y a même des structures touristiques qui font plus de 50% de leur nuitée
avec des autres passagers. Ces autres passagers, ça va être des étudiants, par exemple. En début d'année, il y en a, ils montent des partenariats avec les Crous pour accueillir les étudiants le temps qu'ils trouvent des logements là où il y a des tensions, sur les territoires en tension. Il y a des accompagnants, ça c'est autour des hôpitaux. Il y a des structures qui ont monté des partenariats justement pour accompagner les proches qui accompagnent quelqu'un qui est hospitalisé. Ou alors il y a des dispositifs aussi pour des femmes enceintes qui habitent loin d'un hôpital à l'approche de leur accouchement. Il y en a qui sont intégrés dans des dispositifs de ce type-là. Il y a aussi des dispositifs avec les travailleurs détachés, pour du séjour moyenne durée qui plus est. Il y a encore, par exemple, des hébergements d'urgence et les artistes aussi. Et là, j'ai un exemple qui est très parlant. On avait fait un entretien avec un hôtelier à Rouen qui nous disait qu'en fait, lui, clairement, dans son métier, là, il nous disait « je m'ennuie ». Mon métier il est devenu ennuyeux. C'est Booking qui fait toute la commercialisation. Moi, mon job, c'est quoi? C'est de faire des plannings de réceptionniste et de femme de ménage. Et ça m'intéresse pas en fait. Et lui, il disait, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas fait ce métier pour être juste un mec qui fait des plannings quoi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir toutes les salles de spectacle de sa ville et il a dit, moi je peux accueillir les artistes si vous voulez. Je fais des tarifs, j'adapte mes services pour avoir des tarifs bas et puis surtout je peux leur mettre une salle à disposition pour qu'ils se regroupent, pour qu'ils se fassent à manger, etc. Et par cet accueil-là, il a de la relation. C'est des gens avec qui il peut entrer en contact, avec qui il peut discuter, avec qui il peut nourrir aussi, lui, son envie, son émancipation dans son travail. Et ça, c'est aussi intéressant. Et toutes ces formes d'accueil, c'est ce qu'on a appelé la plurihospitalité. Et là aussi, il y a une formule qui est gagnante, parce que c'est des personnes qui sont là, qui viennent sur le territoire, qui ont besoin, des fois même qui voudraient venir, mais qui ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil. Tous ceux qui accueillent ces autres passagers, ils sont quasiment tous en tension et ils sont saturés. Donc là, il y a une possibilité aussi de rapidement être en capacité d'accueillir d'autres personnes. C'est aussi une source de satisfaction très grande, on l'a remarqué dans les enquêtes, pour les équipes. Les équipes des structures, elles ont une très grande satisfaction à accueillir ce type de passagers avec qui il y a une autre relation, il y a d'autres échanges qui se font. C'est également aussi les personnes qui vont avoir des pratiques différentes sur le territoire. Ils ne viennent pas pour les mêmes motifs, donc ils ne vont pas aux mêmes endroits, donc c'est aussi des pratiques plus diffuses. Et pour les modèles économiques, c'est aussi une façon de se diversifier et de rendre des modèles économiques un peu plus hybrides. On s'est rendu compte, après le Covid, après les déconfinements, que celles et ceux qui ont repris le plus vite de l'activité, c'est celles et ceux qui faisaient justement cette plurihospitalité, parce que c'est des gens qui de toute façon avaient besoin de se déplacer. C'était une nécessité et donc du coup ils l'ont fait dès que c'était de nouveau possible. Et celles et ceux qui étaient justement branchés sur ces canaux-là, eh ben, ils ont pu repartir beaucoup plus vite. Donc en temps de crise, c'est très utile aussi de développer justement cette plurihospitalité qui a moins d'impact carbone. C'est des voyageurs, des passagers qui émettent moins d'émissions parce qu'ils viennent souvent de plus près. Donc il y a cette question de transport, qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques sur le territoire. Et c'est aussi redonner du sens et de l'utilité au tourisme, à nous, les structures touristiques. Être utile à notre territoire, accueillir des étudiants, accueillir des travailleurs, aider les entreprises à pouvoir se développer, à accueillir leurs sous-traitants, etc. C'est aussi ça qui est intéressant dans la transition, c'est comment on redonne du sens à nos métiers et à notre travail. Alors tout ça, c'est des belles choses, mais après comment on a essayé de les mettre en œuvre? On a fait, donc je vous ai dit, des travaux de recherche, mais surtout on a monté des formations pour essayer d'accompagner et voir si ça marchait. Et effectivement, on a pu se rendre compte que des formations du confort au réconfort ont pu permettre à des structures de structurer justement cette stratégie-là au sein de leur lieu d'accueil et de pouvoir le développer pour en faire un de leurs axes de développement et un de leurs axes de leur stratégie. On a pu voir que justement accompagner des acteurs à travailler cette plurihospitalité, c'est-à-dire identifier qui venait, qui étaient les partenaires avec qui on pouvait mettre en œuvre des partenariats pour justement accueillir d'autres types de publics, comment adapter mes services. Des formations de ce type-là ont pu permettre à des structures justement de faire une transition et de développer cet axe-là. Tout comme d'autres formations qui travaillent plutôt sur la découverte sensible et sur l'accueil en communauté d'hospitalité. C'est toute une série de choses qui permettent justement à des acteurs aujourd'hui de faire un pas de côté et de se développer autrement, avec en ligne de mire tout le temps ces objectifs, justement, ces enjeux auxquels on va devoir faire face. Et l'idée de ces approches-là, c'est de dire aussi qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de réinventer nos logiciels. Si on veut être en capacité de répondre justement à tous ces enjeux, il faut qu'on soit capable d'inventer d'autres formes de stratégie, d'autres formes de développement pour pouvoir peut-être laisser un peu de côté ce tunnel d'achat un peu mécanique et avoir une transition réellement sociale, durable, économique, qui nous permettent peut-être de passer à un pont relationnel un peu plus humain. Je vous remercie. Merci beaucoup Clément.